La COP 22 de Marrakech était une COP d'action pour le continent africain. Les engagements forts ont été pris par la Guinée en matière d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique. Pour le respect de ces recommandations, les spécialistes des questions environnementales se concertent pour faire le bilan de la COP 22. Dans notre pays, seulement 10% de notre population a accès à l'électricité. Une réalité qui existe partout en Afrique. Voilà une autre occasion franche pour fournir un accès à l'énergie propre et durable aux communautés les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous devons veiller à ce que nos intérêts économiques et sociaux soient élucidés, préservés et mis en avant sur la scène internationale. Le Premier ministre Mamadi Youla a saisi l'occasion pour exhorter les parties prenantes déjà sensibilisées sur les enjeux du changement climatique à tenir leur engagement. Qualifiée de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée regorge d'énormes potentialités et de ressources énergétiques prouvées, abondantes et variées, mais pas suffisamment inventoriées, ni quantifiées et valorisées pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Dans le rapport de l'initiative africaine des énergies renouvelables, les sites de Swapiti et Boréa font partie des sites prioritaires hydroélectriques de la Guinée. Je vous exhorte donc à capitaliser les acquis de la COP 22 pour mieux préparer la prochaine COP afin de permettre à notre délégation de poursuivre convenablement les différentes phases de négociation. Cette rencontre devrait permettre à ces cadres de multiplier les initiatives tout en créant des projets de développement et de protection de l'environnement en Guinée. Justement, en décembre dernier, la Guinée avait activement participé aux travaux de la COP 22 à Marrakech. Quels sont les acquis de cette participation internationale sur le changement climatique pour la Guinée? Quel est son rôle dans la protection de l'écosystème? Quelques éléments de réponse avec notre reporter Mamadou Alpha Baldi. Quelques mois après la rencontre internationale sur le climat au Maroc, le ministère de l'Environnement anime une journée de restitution de la participation guinéenne à la COP 22. Forte d'une centaine de personnes, la délégation rouge-jaune-vert a eu de nombreuses rencontres avec diverses institutions et promoteurs d'énergie propre. Des officiels et ONG guinéennes ont aussi animé des conférences scientifiques et participé aux négociations de haut segment. Mais la COP d'action a été l'occasion de présenter des projets. Pour dire que la COP23 serait l'occasion des projets de grande envergure pour la COP23. Nous sommes allés un peu sur les points de négociation. Vous avez les points de négociation, c'est où? Nous sommes restés dans le cadre logique de la Convention cadre. Et je vous ai parlé un peu de plan d'action de Bali. Quand il dit de plan d'action de Bali, parle des 4 piliers. Parler de l'atténuation, de l'adaptation, du transfert de technologies et de renforcement des capacités. Dans sa contribution nationale déterminée, la Guinée s'est engagée à réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre et à reboiser 10 000 hectares chaque année. Avant 2030, la diffusion de plus d'1 million de foyers améliorés est envisagée. Pour la mise en œuvre de son plan d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, le pays doit mobiliser environ 1,7 milliard de dollars. La Guinée est un pays éligible au fonds vert. Au niveau de la COP22, il a été dit que les pays en bas de développement qui n'ont pas de moyens peuvent bénéficier, dans le cadre de Iridines, de 300 000 dollars dans le cadre de la préparation pour le fonds vert. Heureusement, la Guinée déjà est sur la bonne voie. Nous sommes en train de préparer un projet de 50 millions de dollars qui permettra d'élaborer des projets d'adaptation et de résilience de la zone côtière face au changement climatique. Aujourd'hui, la mise en application des engagements est le défi de tous. Si rien n'est fait, la pluviométrie pourrait chuter jusqu'à 40% à certains endroits du pays et le niveau de la mer monter d'1 mètre, occasionnant ainsi la disparition d'une bonne partie des îles guinéennes.
Dans l'actualité également, les travaux d'urgence sur les axes routiers sont en cours. Sur le tronçon Frigiabe-Sougueta, l'heure est au bitumage. Ce axe sur la nationale numéro 1 est long de 65 km. Sa réhabilitation est confiée à Gicopress, une entreprise qui promet de terminer les travaux à la mi-mai. Nos reporters étaient sur ce chantier. On suit le reportage Yaya Tunkara en Soumani Toumani Kamara. Dans le programme d'urgence de réhabilitation du réseau routier national, l'entreprise Gicopress a en charge le traitement des points dégradés sur 65 km. Sur la nationale numéro 1, il s'agit du tronçon Frigiabe-Sougueta dans la préfecture de Kindia. À ce jour, l'entreprise est sur la phase de bitumage. Là, nous sommes en train de mettre en œuvre le béton bitumineux sur la grave concassée, sur une portion d'environ 1,5 km. Sur ce tronçon et à environ 40 km de Kindiaville, le pont de Colintin. Ce vieux ouvrage de franchissement qui se dégrade d'année en année connaîtra aussi quelques retouches. Il va falloir casser en fait le béton hydraulique sur environ 20 cm, reprise des aciers. Ensuite on va techniquement remettre une peau de coffrage de dessous, enrobage des aciers, on remet du béton dessus et on va pouvoir faire la couche de roulement qui viendra après sur le tablier. Avec les premières pluies tombées, la course contre la montre est engagée par ces entreprises contractuelles. Ici, sur le tronçon Frigiabe-Sougueta, Gicopress s'engage à rendre les clés à la mi-mai, un délai qui doit rimer avec qualité et rapidité. Direction Mandiana, précisément dans la commune rurale de Koundian, un grenier de la savane où dans 3 mois les paysans vont cultiver en toute saison grâce à une maîtrise totale de l'eau d'un coût global de 20 milliards de francs guinéens. Les travaux de finition de l'aménagement hydro-agricole des 1000 hectares de Koundian vont bon train. N'est-ce pas Fodé Camara? Après une première phase de 24 mois de plus de 90 milliards de francs guinéens, l'heure est aux travaux complémentaires du méga projet d'aménagement hydro-agricole de 1000 hectares à Koundian, dans la préfecture de Mandiana. D'une enveloppe de 20 milliards de francs guinéens, ces efforts de finition, entamés au mois de janvier dernier, vont toucher la réalisation de la digue de ceinture et le revêtement des canaux secondaires. Ces travaux de terrassement ont été faits dans la phase initiale. C'est le revêtement des canaux maintenant qui est venu maintenant en travaux complémentaires pour rendre un peu le périmètre beaucoup plus fiable et durable. Les travaux répondent aux normes parce que de toute façon il y a une étude, n'est-ce pas? Il y a une étude qui a été effectuée. Cette dynamique de maîtrise totale de l'eau va mettre les paysans à l'abri des caprices des pluies. Le gouvernement s'est engagé une fois de plus pour nous assister, pour qu'on termine le premier aménagement en maîtrise totale de l'eau en Guinée. C'est notre première expérience et nous le devons grâce au président de la République. Et ça, peut-être, d'autres vont suivre. Mais pour le moment, l'expérience qu'on va avoir ici, dans le cadre en tout cas de l'amélioration de nos plaines, ça peut certainement nous servir pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Cet aménagement financé par le BND, Budget national de développement, dispose d'un bassin de retenue d'eau de 8 millions de mètres cubes. Entre autres accessoires, ce dispositif sera opérationnel dans 3 mois. Il faut vraiment réaliser ces travaux complémentaires pour que l'aménagement soit une réalité à Koundian. Et le rythme de travail que nous voyons vraiment nous reconforte à plus d'un titre. Parce que nous savons que si tout va bien, cette campagne agricole pourra être mise en valeur. On pourra mettre quelque chose en valeur ici au courant de la campagne à venir. Ce grand chantier de la République vise à lutter contre les contraintes des acteurs des filières céréalières et maraîchères, des acteurs confrontés à la rareté des pluies en saison sèche et à la problématique de la maîtrise des crues en hivernage. Ce communiqué, la Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale informe les receveurs des communes de Conakry, les trésoriers préfectoraux ainsi que les retraités de la fonction publique du début de paiement du minimum vital. Tous les retraités bénéficiaires doivent se présenter physiquement au guichet des lieux de paiement. Les paiements seront supervisés par les cadre de la Caisse nationale de prévoyance sociale désignée à cet effet. La Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale s'est comptée sur l'esprit de collaboration de tous les acteurs impliqués dans cette opération. Le directeur général Frédéric Loa.
La 35e session du Conseil des ministres de l'ABM a ouvert ses travaux hier à Conakry. Elle s'articule autour des problèmes qui assaillent cette institution, notamment le manque de ressources financières et la dégradation du fleuve Niger. Explication, Nabi Kamara. À l'ordre du jour de cette session du Conseil des ministres de l'ABN, l'examen et l'adoption du procès verbal de la session précédente et la présentation du rapport du comité technique des experts. 35e du genre, les chefs des départements de tutelle de l'ABN ont décrit dans les moindres détails tous les maux dont souffrent leur institution et les acquis à capitaliser. Toutes choses qui devront aider à promouvoir davantage la coopération entre les pays membres et assurer un développement intégré du bassin du Niger dans tous les domaines. L'ABN comprend parfaitement la crise financière qui est planétaire et qui frappe de plein fouet ses États membres. Mais elle demande à tous ces États membres de faire des efforts exceptionnels dans le domaine des contributions pour permettre à notre institution de subsister jusqu'au jour meilleur. Nous pensons qu'un travail analytique complémentaire à l'audit pourrait être conduit pour examiner de façon plus systématique les missions de l'ABN, les révolutions possibles, la façon dont elles sont exercées, dont elles pourraient l'être mieux. Ce travail pourrait se faire dans le cadre d'une analyse stratégique complémentaire à l'audit et s'apparenterait dans ses objectifs à l'exercice réalisé en 2003. La directrice de cabinet du Premier ministre a exhorté les membres du Conseil des ministres et le secrétariat exécutif de l'ABN à plus d'engagement et de responsabilité dans la résolution des problèmes qui assaillent cette institution, l'une des plus anciennes du continent. En tenant compte de la situation actuelle de notre organisation commune, je voudrais humblement vous inviter à délibérer de manière constructive en vue de nous permettre d'aller de l'avant dans notre processus de renforcement de la résilience de nos populations face au changement climatique et de dynamiser et crédibiliser notre organisation qui demeure notre cadre incontestable de concertation autour de ce patrimoine commun qui est le fleuve Niger. L'autorité du bassin du Niger a été créée le 21 novembre 1980. Elle regroupe 9 États, dont la Guinée. Le programme d'appui aux collectivités villageoises à PACV s'inscrit dans la dynamique de diversification de ses activités sur le terrain. Le toilettage des textes et leur application en réalité actuelle sont perçus comme un préalable, d'où l'enjeu d'une rencontre qui se tient à Kindia. Mohamed Sanko nous signe ce reportage. Le guide de planification locale, deuxième génération du PACV, examiné, amendé et validé au bénéfice des communautés locales. C'est au cours de ce conclave de Kindia. La rencontre a permis d'adapter les documents à la nouvelle donne en matière de développement local. Les équipes ont profité pour faire un toilettage général du guide en introduisant certains outils qui prennent en compte les exigences de certains accords internationaux auxquels la Guinée a souscrit. Il s'agira également d'intégrer les volets liés notamment à l'élaboration du plan de développement local, le genre, l'enfance, le changement climatique et la biodiversité. À cette liste, il faut ajouter les conventions internationales et les outils permettant aux collectivités de financer leurs propres projets de développement. Mon rôle, c'est toujours accompagner, en partenariat bien sûr avec le PACV, les collectivités locales, dans le travail qui est le travail régalien, d'élaborer des plans locaux pour les permettre de réaliser des investissements sur leur territoire. Le programme d'appui aux collectivités villageoises engage les communautés à l'élaboration des plans de développement locaux fiables adaptés aux réalités actuelles. C'est à elles-mêmes, les communautés, de déterminer dans leur plan de développement local ce qu'ils vont décliner annuellement dans un plan annuel d'investissement, ce qu'elles ont identifié comme prioritaire dans leur document qui est le PDL et qui est pour nous le document de référence et qui est la porte d'entrée de toutes les interventions des partenaires au niveau local. À terme, le guide de planification du PACV concerne tous les aspects, notamment financiers, environnemental, domanial et du genre. Cela pour amorcer un véritable développement à la base.
Ici à Conakry, les responsables de l'ONG Synergie et Développement face à la presse, le bilan des activités menées ces 2 dernières années était au cœur des débats. Mamadi Gassama et l'Agir Sédou Bandiaï nous signent ce reportage. Pour mieux exercer leurs droits de citoyenneté, l'ONG Synergie et Développement s'est assigné comme mission de rapprocher les populations à l'information. Au cours de ces 2 années d'activité sur le terrain, la structure a pu implanter plusieurs centres d'information, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Nous avons apporté notre contribution au réveil et à l'accès à l'information pour les citoyens, l'accès à la justice. Nous avons donné un accompagnement à plusieurs populations, qu'elles soient analphabètes ou lettrées, par rapport à l'accès aux droits, à la consolidation de la paix, mais aussi à la citoyenneté. Pour l'animation de ces centres, 24 personnes ont été recrutées et formées. Leur rôle, véhiculer les messages liés à la culture démocratique et citoyenne. Pour atteindre leur cible, la langue du terroir est mise à contribution. L'information que nous donnons, le fruit de nos activités, ça va dans des oreilles. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Et quand ils comprennent, il y a la manière de le mettre en œuvre. Parallèlement aux activités réalisées pendant ces 24 derniers mois, cette structure de la société civile s'emploie à créer des partenariats avec les médias. Ceci pour faciliter l'accès à l'information au sein des communautés. Une délégation de la Cour pénale internationale est à Conakry. Elle a rencontré les autorités judiciaires guinéennes pour évaluer la procédure du 28 septembre. Au stade du même nom, l'entretien avec Maître Sakou rassure les missionnaires quant à l'aboutissement du dossier à un procès. Tierno Younoussaba pour plus de détails. La Cour pénale internationale effectue sa 14e visite sur la Guinée depuis les crimes du stade de Conakry. Comme les précédents séjours, les délégués rencontrent toutes les parties liées à la procédure. Déjà, les inculpations, dont celle de Toumba Diakité, poids lourd présumé du dossier, rassurent la délégation du bureau de la procureure venue évaluer l'affaire aux côtés des autorités judiciaires guinéennes. À ce stade-là, le dossier est entre les mains des magistrats guinéens. Donc c'est une procédure nationale qui est en train d'être menée. Nous, on est venus pour discuter avec les autorités guinéennes, les autorités politiques, notamment le juge chargé de l'instruction. Donc ce qu'on fait, c'est accompagner les autorités guinéennes à mener une enquête judiciaire qui est entièrement nationale. Le dossier du 28 septembre est toujours en phase d'instruction. Côté guinéen, le ministre rassure de la fin de cette étape et promet le jugement de l'affaire par la justice guinéenne. Un dossier judiciaire que nous gérons dans notre pays avec parcimonie, avec professionnalisme, en respectant le droit de toutes les parties. J'insiste là-dessus, à la fois les victimes, mais également les accusés dans ce dossier. Au cours de cette visite, j'ai expliqué aux délégués de la CPI, aux 2 experts, où on en était au niveau de la procédure. J'ai expliqué que l'instruction continuait et qu'on s'achemine vers la clôture de cette instruction. Après la clôture de l'instruction, nous allons entamer la préparation du procès. Au nom du principe de la subsidiarité, la Guinée est compétente et va gérer ce dossier. Il faut que ça soit clair aussi pour tout le monde. Au terme d'un échange fructueux, les délégués de la CPI quittent Maître Cheikh Sakou avec l'espoir de voir aboutir à un jugement le célèbre dossier du 28 septembre. La Commission nationale de réflexion sur l'éducation a présenté ce matin à Conakry ses résultats. C'est un document de référence qui couvre tous les secteurs de l'éducation nationale pour l'enseignement préuniversitaire. Des réformes sont annoncées. Elles devraient permettre de mieux qualifier l'enseignement à la base. Mama Issata Kamara pour en savoir davantage. Pour une meilleure qualification du système éducatif guinéen, la Commission nationale de réflexion sur l'éducation a élaboré un nouveau document. Ce document de 197 pages permet aux acteurs de déceler les difficultés qui entravent le développement de l'éducation guinéenne. Dans ce document, quelques réformes sont proposées à l'intention des autorités de l'enseignement préuniversitaire. Il s'agit donc de renforcer et améliorer la gouvernance et le pilotage du système. 2. D'accélérer et de renforcer la décentralisation et la déconcentration. 3.
mettre en priorité l'amélioration des conditions de vie et de travail des formateurs. Ce document va permettre à ces acteurs de l'éducation de mieux orienter les réflexions du département de l'enseignement préuniversitaire pour la réforme de ce secteur. On va photocopier en 200 exemplaires qu'on va donner à tous les intervenants pour pouvoir exploiter et nous faire des propositions par rapport à leur application. C'est à la lumière des différents rapports déposés par les différentes organisations et nous allons nous décider collectivement quelque chose à faire sur le terrain. Le document sera tout d'abord amendé par les différents acteurs du système éducatif guinéen avant d'être soumis au président de la République. Au titre de l'actualité, des motos, des ordinateurs et autres équipements bureautiques pour la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. C'est un geste du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il vise à améliorer les capacités de la COMNAT dans la mise en œuvre du projet CEDEAO Union européenne sur les armes légères en Guinée forestière. Adjudant Sekou Kamano, il est correspondant de la presse militaire. C'est un important lot de matériel et d'équipements composé de motos, d'ordinateurs, d'imprimantes et autres accessoires de bureau que vient de bénéficier la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Un geste du projet CEDEAO Union européenne sur les armes légères à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ces équipements et matériels permettront d'initier des programmes adéquats de désarmement en vue de réduire les conséquences de la détention illégale et de l'utilisation inappropriée des armes légères et de petit calibre. Nous rassurons les donateurs que les matériels et équipements mis à notre disposition seront utilisés à bon escient. Cette remise s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités opérationnelles et logistiques de la Commission nationale, dans sa mission de mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en République de Guinée. Amorcé en 2015 dans cette préfecture de la Guinée forestière, le projet CEDEAO Union européenne sur les armes légères vise à collecter volontairement les armes et en contrepartie à réaliser les micro-projets au bénéfice des communautés. Ce don va nettement renforcer les capacités de service en échange de la sécurité de notre pays, conformément à la volonté du gouvernement. Cette volonté, d'ailleurs, se manifeste concrètement depuis 2016 par le financement à travers le budget national de développement BND des activités de la réforme du secteur de sécurité. Dans la même foulée, Dr Mohamed Diané a présidé la cérémonie de décoration du général Claude Vadeboncoeur, coopérant militaire canadien, pour ses 2 années de loyaux services rendus à la Guinée dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. Une reconnaissance du président de la République, chef des armées. Espace Santé, une journée de formation à l'intention des agents communautaires responsables des services de santé. Ils viennent des communes de Ratouma et de Dixine. La formation est initiée par la direction de la santé de la ville de Conakry en collaboration avec le projet Stop Palu de l'USAID. La sensibilisation et l'information sur les méthodes de lutte et de prévention contre le paludisme seront leur cheval de bataille. Reportage Samara Tourno. Selon les statistiques, en Guinée, le paludisme occupe le premier rang des consultations et des décès dans les établissements sanitaires. Pour encourager les populations à adopter des comportements préventifs, une 50aine de membres du comité de santé et d'hygiène et responsables de santé renforcent leurs capacités de communication sur la maladie. Nous constatons avec regret des cas d'automédication, des cas de fièvre traitée sans confirmation, des femmes enceintes qui font tous 9 mois de grossesse sans aller dans un centre de santé. Ces comportements doivent cesser. Pour éradiquer le paludisme dans notre pays, la communauté doit accepter le changement de comportement. À l'issue des travaux, ces acteurs vont durant 5 jours organiser des dialogues communautaires dans les 11 centres de santé des communes de Ratouma et Dixine. Les échanges vont essentiellement porter sur l'importance de l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnés et des médicaments disponibles. Il s'agit de les amener à communiquer avec la communauté, par rapport à la gratuité des intrants antipaludiques. Tout ce qui rentre dans la lutte contre le paludisme, les moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action, que vous appelez MILDA,
il y a les produits antipaludiques, le CTA. Ensuite, il y a l'assainissement de l'environnement. Initiée par le projet Stop Palu, cette campagne d'information et de sensibilisation communautaire va s'étendre sur le reste du pays les prochains mois. Blue Écoute, c'est le nouveau centre d'écoute, conseil et d'orientation pour les ados et jeunes de Kaloum. Le centre a été inauguré hier. C'est un espace de débat sur les questions liées à la santé reproductive, mais aussi de dépistage précoce des IST, VIH, SIDA et autres infos sur le bon comportement. On fait le point tout de suite avec Younoussa Tawili Kamara. Blue Écoute de Kaloum, cet espace public situé dans l'enceinte de la Blue Zone de Kaloum devient désormais un centre d'écoute, de conseil et d'orientation des adolescents et des jeunes. À travers la causerie éducative, plusieurs sujets seront débattus ici. Il s'agit entre autres de la santé reproductive, du dépistage précoce de IST-VIH-Sida et les violences basées sur le genre. La particularité de ce centre, c'est que spécifiquement on parle de sexualité. Donc on parle de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Donc ces genres d'activités ne se passent qu'à la Blue Écoute de Kaloum. L'objectif surtout de ce centre, c'est de créer un cadre d'échange entre les jeunes qui leur permettent de maîtriser leur sexualité, de maîtriser leur santé sexuelle et reproductive, qu'ils soient responsables. L'accès des adolescents et des jeunes aux services de santé de la reproduction leur garantit un avenir meilleur. D'où l'existence des salles de soins et d'infirmerie dans la Blue Écoute de Kaloum. On compte faire de notre mieux. Avec les jeunes, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je pense qu'avec les conseils, on pourra mieux se comprendre entre nous. Nous, de la direction exécutive de l'AGVF, ce que nous allons faire, c'est de renforcer la capacité des agents que nous allons mettre à la disposition de Blue Écoute, c'est de mettre à leur disposition les produits nécessaires qu'il faut, c'est de mettre à leur disposition tout ce qu'il faut pour leur permettre d'offrir des services de qualité au profit des jeunes et adolescents qui vont fréquenter ce centre. La Blue Écoute de Kaloum aspire à une société dans laquelle tous les adolescents et jeunes ont accès aux informations nécessaires leur permettant d'adopter un bon comportement. Tout au long du mois de mars, la rédaction du journal télévisé vous a conduit à la découverte des femmes qui se battent pour le développement socio-économique du pays. Ce soir, nous parlons d'un instrument d'appui à l'autonomisation des femmes. Il s'agit des MUFA, mutuelles financières des femmes africaines. 26 sont aujourd'hui fonctionnelles et plusieurs autres sont en cours, sont en phase d'aménagement. Au total, ce sont 36 milliards de francs guinéens qui ont été accordés comme crédit avec un taux de remboursement de 99% selon Afriland First Bank. Les enjeux de ces mutuelles et leur rapport dans l'épanouissement des Guinéennes, c'est un reportage signé Thierno Ousmane Diallo. Le mois de la femme qui s'achève a été largement consacré aux questions d'autonomisation féminine. En Guinée, l'expérience des MUFA est une illustration de la volonté du chef de l'État de réussir le pari de financement des activités féminines génératrices de revenus. Il y a de cela 2 ans que l'aventure dure. Près de 50 000 mutualistes tirent aujourd'hui profit de cette stratégie de réduction de la pauvreté parrainée par Afriland First Bank. On a ouvert cette banque pour les femmes parce que c'est la couche la plus touchée par la pauvreté. On a constaté, je dois aussi remercier le professeur Alpha Condé qui a eu l'initiative d'instaurer ce programme-là en Guinée. On est en train de démontrer que la solidarité entre des femmes démunies peut nous sortir de la pauvreté pour aller vers l'autonomisation. Si nous essayons de mieux nous organiser, si nous essayons de pouvoir nous donner la main et vraiment rendre effective la solidarité entre les femmes. Avec un taux de remboursement particulièrement bas, soit 1,5%, les Guinéennes s'entraident dans ces microbanques de développement qui leur sont exclusivement dédiées. Un outil pour faire de l'autonomisation des femmes une réalité. Si tu entends la MIFA, c'est pour les femmes. C'est les femmes qui se mobilisent pour les femmes. C'est les femmes qui cotisent pour les femmes. On est là pour les femmes, on est là pour aider les femmes. Tout au long de l'année, des MUFA vont être créés à travers le pays. 50 à 70 selon les premières estimations.
preuve de l'engouement qu'elle suscite, mais aussi du désir des femmes de prendre leur destin en main et devenir financièrement autonomes. L'expérience guinéenne des MUFA est aujourd'hui sur le point d'être reprise au Burkina Faso. Culture, le mois d'avril prochain, la Guinée va fêter le livre à travers le projet Conakry, capitale mondiale du livre. Pour faire de ce projet une réalité, les écrivains guinéens s'activent. Parmi eux, Amadou Sadio Barry, un jeune auteur à 25 ans. Il vient de publier son 4e livre, un livre intitulé Le secret des riches. Notre reporter Diamou Kaba est allé à sa rencontre. Images et témoignages. Le projet Conakry, capitale mondiale du livre, approche à grands pas. Pour la réussite de l'événement, plusieurs publications montent en intensité. Parmi ces œuvres, Le secret des riches de Amadou Sadio Barry, un livre qui donne quelques pistes pour accéder à l'opulence. Ce qu'on peut retrouver, c'est en quelque sorte le secret de ceux qui font la vie, de ceux qui sont des acteurs au lieu d'être des spectateurs. Parce que vous savez que le spectateur, il paye et l'acteur, il se fait payer. Donc, ce qui est dans ce livre va vous permettre de changer votre vie du pauvre au riche en un laps de temps. Depuis sa parution, 40 exemplaires sont vendus chaque semaine. Pour une vie réussie, Amadou Sadio Barry compte multiplier le nombre de milliardaires en Afrique à travers sa plume. Pour lutter contre ce sous-développement sur lequel nous passons tout notre temps à pleurnicher dessus, donc pour nous montrer aussi que c'est possible de vivre la vie dont nous rêvons et surtout de transformer notre continent du continent pauvre au continent riche. À 25 ans, Amadou Sadio Barry est auteur de 4 livres. Dans sa démarche littéraire, Le secret des riches est un livre inspiré de l'enseignement des hommes d'affaires. Enfin, en plus bref, Laurent Sadou, la grande voix de RFI Radio France Internationale, nous a quittés hier. Présentateur de l'édition Afrique Midi pendant plus de 15 ans, il a inspiré beaucoup de jeunes en début de carrière dans le journalisme en Afrique. Grand présentateur, Laurent Sadou terminait souvent ses éditions par ces phrases: « Prenez soin de vous, chaque jour est une vie, travaillons à la beauté des choses ». Paix donc à l'âme de Laurent Sadou. Adieu l'artiste. C'était tout pour ce soir. À demain, Inch'Allah.